Catherine Legrand, mais j'ai la lourde tâche de lire l'exposé de Laurent Reffuveil, qui est professeur, il est agrégé et docteur en histoire, chercheur associé au CRUL, mais il est enseignant en région parisienne et ce matin il ne pouvait pas se dégager. Donc je vais juste vous lire l'exposé qu'il nous a envoyé en espérant que je retraduirai bien tout ce qu'il a pu. Alors Alexis Locke, né le 25 mars 1825, c'est à cette occasion, n'est-ce pas, que il y a cette réunion. Il est donc le fils de Joseph Louis Nicolas et Henriette Marie Françoise d'Ébrissonnerie. Et son nom reste à jamais comme synonyme d'art équestre français. Néanmoins, qu'en est-il de sa carrière militaire? Lorsque le jeune homme s'engage en novembre 1842, il suit la voie tracée par ses aïeux. Son père militaire, de 1805 à 1830, a combattu à Austerlitz, Jena, Friedland, l'Espagne, la Russie, la Saxe et Waterloo. Il est revenu vivant et pas blessé, c'est quand même extraordinaire. De ses mémoires, il évoque son immense fierté ainsi que son soulagement de quitter le collège royal de Nancy. Mais à quoi rêvait-il? À la gloire des champs de bataille dans l'ombre des victoires napoléoniennes, à l'honneur familial porté par l'écho des exploits de son père, ou bien simplement à l'uniforme, au panache, à cette vie d'officier où chaque jour force le destin. Il termine sa carrière au grade de général de division. Peu de Saint-Cyriens ont un tel honneur. Néanmoins, il n'a probablement jamais tiré le sabre lors d'un combat. Nul doute qu'il avait conscience de cette amputation à sa gloire. La première partie de sa carrière commence à Saint-Cyr. En 1830, l'école soutient majoritairement Charles X. Cependant, à partir de juillet, elle se divise, enfin de la monarchie de juillet, elle se divise entre légitimistes, orléanistes, libéraux. Ce brassage social et politique se déroule mal. Et l'école est marquée par des tensions et des brimades. Le niveau scolaire des Saint-Cyriens laisse à désirer. Donc là, il en a dit un petit peu long, mais bon, j'arrête. L'affectation des jeunes, alors, il disait quand même que le régime imposé à l'école est très strict. L'alimentation est frugale et jugée insuffisante pour les plus gros appétits. Les élèves portent la même tenue, hiver comme été, et les sorties sont rares. Et il n'y avait pas de cours d'équitation. L'affectation des jeunes diplômés dépend de leur classement final. L'autre obtient de bonnes notes en instruction militaire, en art et en histoire militaire, ainsi qu'en artillerie. En revanche, pour l'allemand, le dessin et la tenue des feuilles de comptabilité, c'est plus difficile. Malgré ses lacunes, sa conduite et sa tenue restent bonnes et il sort 31e sur 292 élèves. Il appartient à la promotion du tremblement. De 1845 à octobre 1946, il suit des cours de l'école cavalerie dont il sort premier. Il devient lieutenant au 7e régiment. Arrive à ce moment-là, le 21 avril 1949, la révolte des Canuts à Lyon. Et bon, enfin, je crois que vous savez ce que c'est que la révolte des Canuts. Ils s'étaient révoltés contre le prix de la soie qui avait baissé. Et donc, on envoie l'armée. Lot est envoyé là-bas, mais il ne fait pas grand-chose au point de vue tenue de l'ordre. Le régiment se limite de garder les abords de la place Bellecour. Donc là, pour la première fois, il est bien envoyé en tant que militaire, mais il ne fait que des opérations de surveillance. Mais son inspecteur, en 1851, l'évalue ainsi, officier parfait, fait le plus grand honneur de l'armée. Nous arrivons donc au Second Empire. Alors là, il a des promotions qui montent régulièrement. En 1859, son inspecteur, le général Ferré, l'évolue ainsi, bonne position de fortune et peut-être le premier écuyer de France. Il n'a pas fait la guerre, il faut lui en donner l'occasion.
Je crois que le commandant Lott est destiné à être à la tête de la cavalerie française. Il faut se hâter, dans l'intérêt de l'armée, de le faire arriver au grade élevé, après lui avoir donné l'expérience par quelques campagnes, ce qui n'a jamais eu lieu. En 60, il est nommé directeur des exercices de cavalerie à l'école de Saint-Cyr. Ensuite, il revient à Saumur, où il occupe le poste de lieutenant-colonel, écuyer en chef, chargé de la formation équestre des officiers de cavalerie. Ses notes sont excellentes, je ne peux pas vous dire, mérite les éloges. Cet officier, malgré lui, n'a pas de campagne. On a toujours voulu le conserver dans les écoles. Il semble toutefois, là je passe un petit peu, il semble qu'en tant que victorieux, l'empereur n'ait pas jugé nécessaire de doter l'armée d'une véritable doctrine stratégique. Et c'est ce qui finalement s'est retourné contre lui, puisque au moment de l'attaque de la Prusse, 19 juillet 1870, l'empereur subit de lourdes défaites et l'armée française est vaincue et se trouve encerclée à Metz, et la situation de la France devient dramatique. Donc on arrive à ce qu'il appelle, Laurent Refuveil, les occasions ratées. Les occasions pour être un militaire qui a fait la guerre. On arrive au siège de Paris et il demande, Lott, il demande à participer à une campagne. Il obtient finalement un commandement, reste tout à fait en arrière, et là aussi reste en surveillance. La brigade est dirigée vers Versailles. Ensuite, les Allemands arrivent, ils encerclent Paris, et la fin du siège est dramatique. L'homme ne participe pas à la dernière sortie du 19 janvier à Buzenval, mais la situation est tellement dramatique, et c'est quelque chose qui a dû beaucoup le toucher, c'est ce qui peut paraître une anecdote. 100 chevaux du régiment sont donnés au boucher, début janvier, un signe de la pénurie désastreuse qui touche les troupes. Le 2 février, les 339 chevaux restants sont envoyés à la boucherie. Donc, il a bien participé un peu au moment du siège de Paris, mais il n'a jamais combattu. La situation devient de plus en plus complexe, et là on arrive au drame qui est la Commune. S'ouvre alors, là je redis, une des pages les plus sombres de la carrière militaire d'Alexis Lott. Après avoir été privé de la possibilité de combattre les troupes prussiennes, il se voit désormais contraint d'affronter ses compatriotes, des Français, au cœur d'une guerre civile. Il est cependant conscient de la difficulté morale et de la tâche qu'il attend. Mais il écrit « La guerre civile présente le plus souvent le chemin le plus rude et plus cruel de voir. » Ce n'est que le 5 avril que Lott rejoint son régiment, et donc, un petit peu avant celle d'avant, qu'il rejoint son régiment, et il est, cantonné à côté de ce qui est là où maintenant le Champ de Mars. Mais il ne participe pas. Ils ont des missions de patrouille journalière de surveillance des installations télégraphiques. Il est certain que, comme montrait tout à l'heure la photo, il voit de loin l'incendie des Tuileries. C'est la photo d'après ? Non, voilà. Et de loin, il voit l'incendie à la fois des Tuileries, de l'hôtel de ville, mais il ne le mentionne pas dans ses écrits, mais il ne s'y rendit jamais, et ne put donc être le témoin direct de ce qui s'est passé. Donc, quand on parle de l'intervention de Lott pendant la Commune, il était présent, mais il n'a pas combattu. Voilà. Lott est donc resté encore une fois en retrait, et on peut considérer que ces volontaires désirent préserver ce cavalier fameux et l'utiliser où il est le plus utile dans la formation et l'organisation de son régiment, qui a servi d'une manière plus utile que glorieuse, mais certainement très active. Alors ensuite, on arrive au service de la République.
Ça y est, la commune est terminée et Lot revient d'abord à Lunéville, il visite sa famille, il voit son frère, puisque son frère était resté à Lunéville, qui lui parle un peu de la situation militaire, et il observe les troupes allemandes qui étaient cantonnées tout à côté. Cette mission discrète et bien officielle, c'est le ministre qui l'envoie. En 1972, il participe à la mise en œuvre du règlement provisoire de cavalerie. Il est envoyé en mission en Autriche, dont la cavalerie jouissait d'une réputation d'excellence. Il y sied au journal quand même 6 mois. En 1974, les manœuvres de cavalerie autrichienne sont expérimentées, ce qui est quand même surprenant, sous la direction éclairée de Lot. Sa carrière prend un nouvel essor et en 1974, il fut nommé général de brigade. Il continue à aller régulièrement en Autriche. Voilà. Et c'est là qu'il rencontre, comme m'a dit mon mari tout à l'heure, le comte de Chambord. Et à cette occasion, il lui fit savoir que l'armée française ne reconnaissait plus que le drapeau tricolore. En 1975, il prend le commandement de l'école de cavalerie de Saumur et il expose chaque jour le programme de ses exercices. Alors, un accro, l'histoire de Don Carlos. Don Carlos était de la famille des Bourbons en Espagne. Il avait voulu régner en Espagne et puis été évincé. Et il se trouve qu'il est passé à Saumur, mais qu'il a été un peu obligé de recevoir et on l'a accusé d'avoir reçu en grande pompe, ce qui n'était pas vrai, c'est ce qui est écrit là. Et il a été mis pour 8 jours aux arrêts. C'est quand même surprenant. Voilà, l'armée, et c'est là que je vais bientôt terminer, au moment de la Troisième République, l'armée est perçue comme un rempart face aux menaces extérieures. L'armée devient l'outil symbolique d'une revanche nationale, ce qui conduit à sa sacralisation. Et en 1972, la conscription obligatoire pour tous les Français, marquant le tournant dans l'institution de l'armée, est créée. Le service militaire devient universel. Voilà, donc l'armée devient de plus en plus républicaine et Lot est un petit peu écarté puisque en fait tous ceux qui étaient un peu royalistes sont écartés. Ensuite, il a une comète de camp Lyoté, ça on vous en reparlera. Il est promu président du comité de cavalerie. En 1986, il est nommé à la présidence du comité consultatif de cavalerie grâce au soutien de Clémenceau. Maintenant, je donne sa conclusion. Joseph Lot, donc le père d'Alexis, affirmait que le grand bonheur de tout soldat est de partir en campagne. Pourtant, son fils Alexis ne connut que 2 campagnes, et elles furent marquées par le drame, la défaite face aux Prussiens et la guerre civile contre les communards. Sa carrière peut-elle être qualifiée de réussie? Si l'on considère sa promotion à Saint-Cyr et son ascension jusqu'au plus haut grade, la réponse semble évidente. On avait trop besoin de lui ailleurs dans la formation des cavaliers où son influence fut déterminante. Ce fut donc sur les terrains d'instruction et dans les manèges qu'il trouva ses lauriers, bien plus que sur les champs de bataille. D'ailleurs, n'est-il pas, paradoxalement, plus moderne d'avoir un officier organisateur et instructeur plutôt qu'un simple symbole? Je vous laisse discuter après cette